Et c'est comme toujours l'actu de la semaine, revue au travers du prisme de la communication avec nos experts ce soir. Philippe Moreau-Chevrolet, le président de MCBG Conseil, Jacky Isabello, le fondateur de Coriolink, et Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilder. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine sur le plan de la com, mais l'événement principal, évidemment, il concerne Alstom. Ça a occupé toute l'actualité depuis le début de la semaine. L'entreprise a annoncé naïvement qu'elle allait fermer Belfort. Elle a juste oublié qu'il y avait des élections dans pas trop longtemps. Et il y a eu très vite le feu sur les questions de communication. Alors tout l'effectif est monté au front en première ligne avec un mot d'ordre, il faut sauver l'usine. Tout sera fait pour que le site de Belfort puisse être pérennisé. Mais nous avons déjà sauvé Alstom et nous pouvons sauver Alstom. Qu'à Belfort, les activités ferroviaires d'Alstom soient maintenues. Tout pour sauver. Philippe Moreau-Chevrolet, on est dans une sorte de blast pour éteindre l'incendie ? Blast de com. Et surtout, on est dans une très très mauvaise opération de com pour le gouvernement parce que les premières difficultés du gouvernement avec sa gauche sont arrivées aussi sur un dossier industriel, sur ArcelorMittal. Il y a eu un tournant qui a été raté à ce moment-là. On sait que Montebourg voulait faire une nationalisation partielle, comme ça se fait en Italie, comme ça se faisait à l'époque aussi même aux États-Unis. On lui a refusé et de là date une cassure au sein de la majorité. Et ce dossier vient à quelques mois des élections raviver la blessure. On sent bien que c'est ça la grande frayeur au sein de l'exécutif, hein. Le spectre de Florange, Nicolas Boudot. Le spectre de Florange, celui d'Aulnay aussi pour PSA. Il y a toujours une crainte à quelques jours, enfin à quelques mois des élections, qu'il y ait une forme d'embrasement social et que les syndicats reprennent la main, parce qu'ils l'avaient quand même un peu perdu après la loi travail. Et là, on sent le gouvernement immédiatement monter au front avec le président de la République parle au futur et de manière un peu martiale en disant sera sauvé. C'est pas on va tout faire pour, c'est sera. Il est affirmatif. Plus on se rapproche des élections, plus on passe à l'indicatif ou au futur. Et moins on est au conditionnel, forcément. Absolument. Et ça, c'est un vrai marqueur dans le changement. Quand tout à l'heure, vous avez dit que naïvement, Alstom avait fait cette annonce, la naïveté, on peut la discuter, et on peut la discuter longtemps. Vous pensez qu'ils l'ont fait exprès ? Vous savez, quand on s'approche des élections présidentielles, on peut se dire qu'on peut négocier plus facilement avec Bercy ou bien forcer le gouvernement à vous aider pour ne pas risquer une crise sociale. Le temps que ça dure. C'était de la tactique, Jacky Isabello, d'après vous, de la clairement, part du groupe Alstom ? Nous, dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle de la communication poupée russe. C'est-à-dire que finalement, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais le cas d'Alstom, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que chaque public concerné par l'affaire Alstom a sa cinématique de communication. Les pouvoirs publics, Philippe l'a expliqué, c'est un enjeu électoral. Alstom, qui clairement a fait exprès de sortir cette nouvelle beaucoup trop tôt, Alstom, le management, la société, est préoccupé par le devenir, et le devenir de Alstom après que la branche énergie ait été cédée. Alors que les analystes ont dit « attention, vous allez déstabiliser cette entreprise ». Et puis les gens en campagne ont eux-mêmes leur timing de communication autour de ça. Montebourg qui dit « finalement, regardez, Macron, c'est un peu un blaireau. Moi, quand j'étais là, je pourfendais les gens qui voulaient exporter l'industrie ». Donc chaque public autour du dossier a son propre temps de communication. Et à la fin, on se dit, mais les salariés, et regardez, ceux qui sont le plus pris de court aujourd'hui, ce sont quasiment les syndicats. Et puis derrière, n'oublions jamais un truc, c'est qu'en communication sociale, il y a ce qu'on appelle, nous, une grosse asymétrie, parce que le droit du travail vous impose d'informer ce qu'on appelle les IRP, donc les représentants du personnel, bien avant de sortir des informations à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un truc très compliqué à gérer. Et on voit bien que chacun a son timing. Vous aviez parlé de Florange, évidemment, tout le monde se souvient de François Hollande qui était monté sur le camion pour haranguer les ouvriers. Regardez. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole. Il y a ceux qui veulent se présenter comme les candidats du peuple et il y a les candidats qui prétendent servir le peuple. Merci. Évidemment, Philippe Moreau-Chevrolet, il le sait très bien, François Hollande, qu'à la première occasion, tout le monde va redégainer cette image et le sparadrap Florange va revenir lui coller à la chaussette. Oui, alors c'est évident en plus que toute la campagne de 2012 doit revenir en boomerang à François Hollande. On attend le clip des Républicains qui ne devrait pas tarder avec moi président parce que c'est évidemment l'anaphore qui va lui revenir en boomerang. C'est terrible cette image parce qu'au fond c'était la campagne de 2012 où il incarnait encore un espoir socialiste, un espoir de gauche. Elle paraît tellement loin aujourd'hui cette image, elle est tellement démentie par les faits avec une force tellement évidente qu'on craint aujourd'hui que les sondages qui donnent Mélenchon devant François Hollande ne finissent par se concrétiser, à tel point que Mélenchon finit par faire la promotion du quinoa et de sa consommation de bio dans les colonnes des magazines féminins.
Ce qui prouve quand même que lui a une ambition, c'est de rafler aussi, de se centriser un petit peu et d'aller chercher justement ce que Hollande a perdu en 2012. C'était dans Gala. Un dernier mot sur la stratégie de l'entreprise, Nicolas Boudot. Donc à vous entendre, on peut penser que ce n'est pas complètement par hasard le timing de cette annonce. Mais depuis, pourquoi ce grand silence, voire ce mail envoyé de façon un peu intempestive à tous les salariés, et puis finalement rétropédalage après en disant mais non, finalement, il devait être envoyé avant. Oui, rétropédalage parce que ça, c'est la résultante des manœuvres en coulisses. Tout simplement parce que le gouvernement a probablement dit au PDG de Alstom, d'ailleurs, franchement, l'État est actionnaire pour partie d'Alstom, a dû lui dire écoute, laisse-nous quelques jours pour régler la situation. Probablement que le président d'Alstom n'en demandait pas tant. Oui. Et donc, pour lui, la meilleure stratégie, c'est de se taire et d'attendre qu'un membre du gouvernement, sous 10 jours, trouve une solution. La solution. Et lui apporte des commandes sur un plateau, tout simplement. Oui, des commandes sur un plateau, c'est ça. Des commandes publiques prises par une entreprise publique pour une entreprise détenue pour partie par l'État. Vous savez, on creuse un déficit d'un côté pour combler un autre déficit ailleurs. À la fin, c'est vous et moi qui payons avec nos impôts ou l'augmentation des billets de train. Mais forcément, à la fin, c'est nous qui sommes impactés. Allez, autre séquence de com maintenant aux États-Unis. Hillary Clinton, il y a comme un malaise. Avec une séquence qui s'est jouée en 3 actes. Premier acte, la toux, elle est prise d'une quinte de toux, la candidate démocrate à la Maison-Blanche. C'est en plein milieu d'une réunion publique. Elle décide de ne pas tomber le micro. Et oui, tout le monde a profité de cette quinte de toux et elle l'a jouée sur le ton de l'humour. Regardez. And I want to thank Congresswoman Marcia Fudge for hosting us. Talking so every time I think about Trump, I get allergic. Je crois que j'ai attrapé froid rien qu'en regardant la séquence parce que vraiment tout le monde profite des miasmes. Acte 2 maintenant, cette image que le monde entier a vue en boucle. La candidate qui s'affaisse alors qu'elle est évacuée d'urgence en pleine cérémonie du 11 septembre. Voilà cette candidate qui semble flancher juste avant de rentrer dans la voiture. Image quand même très très lourde de sens, c'est très très spectaculaire. Et puis l'acte 3, c'est Hillary Clinton qui réapparaît en bas de l'immeuble de sa fille. Happy face, derrière les lunettes noires, tout va bien, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle va dire à une petite fille qui va aller jusqu'à elle. Jackie Isabello, on a vu pour commencer la séquence de l'humour, ça marche toujours, la pirouette est un peu facile, mais bon, ça fait le job comme on dit là-bas. Oui, c'est ça, et puis c'est leur boulot, ils savent tous faire ça très très bien. En plus, c'est des showman, réfléchir. Showwoman, Mais ce qui est le plus délicat pour le staff d'Hillary Clinton, c'est pas ça. Parce que d'être malade, vous êtes malade, Julien, il faut le dire à nos auditeurs, d'avoir la voix un petit peu rayée, on se dit, là, il est venu bosser, il est assez courageux. C'est vrai. Donc ça, dont acte. Mais ce qui est terrible, c'est que encore une fois, les Clinton ont trouvé le moyen de donner une fausse information au public, puisque cette pneumonia, comme on l'entend partout, donc cette pneumonie, elle n'a pas été avouée, elle n'a pas été confessée tout de suite. Il a fallu que des journalistes américains aillent creuser. Et évidemment, c'est une erreur de communication dramatique, parce que le camp Trump et l'ensemble des observateurs ont une fois de plus rappelé que Hillary Clinton avait cette sale habitude de cacher les choses avant, parfois, d'avouer la vérité. L'image de l'affaissement maintenant, Nicolas Boudot, elle est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. Alors, peut-être qu'elle s'en remettra, l'avenir nous le dira dès le mois de novembre au moment des élections, mais elle est terrible parce qu'elle pose la question de la capacité à Hillary Clinton de pouvoir être présidente des États-Unis. Elle pose la question de son empêchement, de son incapacité à diriger le pays. Et pour ça, il y a peut-être un certain nombre d'électeurs fervents qui risquent de se poser la question. Alors, pas nécessairement en allant voter pour Donald Trump, mais en s'abstenant. Et ça peut peut-être changer le cours de l'élection. C'est une image qui est absolument terrible. Ils ont tout fait pour l'éviter, ça n'a pas fonctionné. Et comme le disait Jackie justement, le fait d'avoir rajouté du mensonge à la volonté de camoufler les choses, ça a ouvert la porte à tous les comploteurs américains sur Internet qui se sont répandus dans tous les sens.
qui était en bas de chez elle. Qui était en bas de Mais chez ça, elle. ça Elle aurait l'humanise dû- un peu, donc, non? Tu c'est- trouves pas que ça l'humanise, Nicolas, un peu? Ça humanise un peu, comme ça, une lourde campagne, une longue période. Peut-être, ça fesse mais un malgré peu, tout, ça fessait aussi brutalement. Elle aurait dû parler davantage quand elle descend comme ça en bas du building, Philippe Oui, il faut Chevrolet, ou pas? expliquer ce qui s'est passé. En fait, il faut donner une explication. On l'a vu chuter. Effectivement, les complotistes ont analysé image par image la vidéo volée finalement de sa chute. Il faut expliquer, il faut tout de suite dire ce qui s'est passé. D'abord parce que les présidents de la République américains aujourd'hui donnent énormément d'informations sur leur vie, sur leur état de santé, mais sur leurs vacances même. On sait heure par heure ce qu'ils font pendant leurs vacances. On ne peut pas aller contre cette transparence-là. Et ensuite parce qu'effectivement, Hillary Clinton a un passif en matière de dissimulation de faits qui sont ensuite révélés au public. Il y a un problème avec Hillary Clinton, c'est que c'est probablement une erreur de casting pour le camp démocrate face à Donald Trump. Il fallait quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus jeune et qui incarne un renouvellement. Et quand elle est malade comme ça, on se dit, elle est âgée, elle a déjà été au pouvoir finalement d'une certaine façon pendant longtemps. Elle a le même âge que Donald Trump. Hein. Oui, d'accord, mais elle est marquée par son exercice de pouvoir. Enfin, on a déjà vu les Clinton en fait à la Maison-Blanche. Elle donne cette impression d'une Amérique un peu vieillissante. Peut-être que les électeurs ne vont pas se reconnaître là-dedans. Ouais. Il y a une erreur de casting parce que personne n'anticipait que Trump allait être candidat. On se disait ça va être une élection facile. On va avoir des seconds couteaux, on va les balayer facilement. Hillary a sa chance. C'est jamais une élection facile. Et Trump a joué une partition absolument dure pour le camp démocrate. Elle n'a pas été aidée, Hillary, par son mari. Il s'est trompé, lui aussi, Bill Clinton, enfin trompé. Il a dit quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à la vérité. On écoute l'ancien président. Qui est très affaibli aussi. But I just talked to her. She's feeling great, and I think she'll be back out there tomorrow. So, it's a crazy time we live in, you know, when people think there's something unusual about getting the flu. Last time I checked, millions of people were getting it every year. Lui aussi, il n'incarne pas non plus la jeunesse, hein, Philippe. Non, Rochefort, et c'est il a sûr, pris hein. un coup de vieux, hein, Bill Ah oui, Clinton. C'est la campagne de trop pour eux, probablement. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a un axe qui a été raté par les démocrates. Et qui en profite, évidemment, c'est Donald Trump. Il a accouru dans une émission médicale pour dire « Moi, ça va ». If your health is as strong as it seems from your review of systems, why not share your medical records? Why not? Well, I have really no problem in doing it. I have it right here. I mean, should I do it? I don't care. Should I do it? Yeah, no problem. It's two letters. One is the report, and the other is from Lenox Hill Hospital. May I see them? Saying, yeah, sure. So these are the report. This is from. Those were all the tests that were just done. Belle séquence, évidemment, Jackie Isabello, surtout qu'on rappelle que son slogan, c'est « Make America Strong Again », plus forte. Il a confessé quand même qu'il devrait perdre un peu de poids. Oui, il fait 120 kilos, je crois, un truc comme ça. Il est en train de nous montrer qu'il a aussi de l'humour. Hein. Ça, c'est dangereux pour Hillary Clinton, parce que jusque-là, il en était assez dépourvu. Ou en tout cas, s'il avait de l'humour, c'était un humour dont on était assez éloigné. Et il lui a pas vraiment tapé dessus, Nicolas Boudot. Hein. Il a joué grand seigneur. Il a montré que lui était puissant, mais bon. Justement, là, c'est hyper bien joué. S'il tape dessus, évidemment, il crée de l'empathie pour elle. Le fait de la jouer grand seigneur, un peu distant, un peu humoriste, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour finalement montrer que pour lui, tout va bien, que la campagne continue et que qu'elle se débrouille avec sa tuberculose. Voilà. Allez, on va revenir en France maintenant avec une autre séquence de com. C'est un peu un cas d'école marketing appliqué à la télévision. Comment transférer une image de marque d'une entreprise à une autre. Alors c'est ce qui s'est passé en fait avec le transfert de Yann Barthès depuis Canal+ jusqu'à TMC. Comment faire pour transférer la branchitude version Canal+ à une chaîne, à un groupe qui est considéré comme étant plus grand public, comme le groupe TF1? Ça peut sembler injouable et pourtant c'est passé comme une lettre à la poste. Le succès de Quotidien a été immédiat sur TMC, mais ça avait été préparé en amont. Première apparition d'Yann Barthès version TF1, c'était pendant l'Euro, regardez. En septembre, mon nouveau club, c'est ici. Et ensuite, l'équipe de Quotidien va mettre en scène ce décalage avec une première bande-annonce, le duo Éric et Quentin, qui surjoue les Candides dans la tour TF1. Bonjour, est-ce qu'on peut nous dire où sont les ascenseurs? Ah désolé, il n'y a pas d'ascenseur, il faut juste claquer des doigts en fait. Claquer les doigts? Ah mais en fait tout le monde fait comme Mimi Mati pour se déplacer. C'est Vindelia, la météo. Ah ouais. Il va faire beau alors. Et Eric, t'es transparent, regarde. Non, mais attendez. Ah ouais, regarde, je suis transparent. Il n'y a plus ton torse, ça a disparu. On est en direct. Salut Gilles. Alors, vous avez du boulot? Ah non.
Intéressant, Philippe Moreau-Chevrolet, de voir les deux univers se mêler. Oui. Un peu magiquement à la Joséphine Ange Gardien, c'est vrai. C'est la première fois que TF1 se moque d'elle-même, en fait. Ouais. Ça fait un bien fou, parce que TF1, c'est un peu une institution, c'est un peu dominant. Quand on commence à avoir de l'humour sur soi, quand on est dominant et quand on est une institution, tout de suite on gagne, parce qu'on devient branché, en quelque sorte. Et ça va jusqu'au clip des YMCA qui est fait par l'équipe avec TF1 derrière. On n'aurait jamais imaginé que ce soit possible, et ça fait un bien fou que ce soit possible. Non seulement c'est possible, mais c'est aussi possible, regardez, comme Joséphine, de le voir tout de suite en extrait. TF1, on a rejoint la chaîne TF1, la même que Joséphine Ange Gardien. On a retourné nos vestes parce qu'on avait peur de Bolloré. C'est vraiment très marrant d'être sur TF1, on est des déglingos d'être sur TMC. On est tout le temps clair, on regarde les experts, et pardon, je chante pas très bien. En fait, Jackie Isabello, le secret de la réussite, c'est que c'est TF1 qui se met dans leur pas et pas le contraire. Ça nous fait rire, pardon. Alors, ça nous rappelle, c'est vrai que c'est ça nous rappelle des temps anciens où Stéphane Collaro officiait dans cette chaîne et se moquait quand même assez allègrement de son environnement. Même si c'était beaucoup plus policé, mais bon, moi, ça me fait beaucoup rire. Je savais qu'il y a beaucoup de gens de notre âge. Il y a plusieurs choses à dire. Rappelons-nous, il y a très peu de gens qui sont capables de transférer un auditoire. Oui. Ça a été fait dans des situations assez délicates. On vire Bouvard pour faire rapide et on s'aperçoit qu'un animateur est détenteur de son auditoire. Ça a été la première fois. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. Yann Barthès vient de faire ça. La com de Yann Barthès, c'est ni plus ni moins, toute proportion gardée, ce qu'avait fait les Daft Punk, c'est-à-dire séquencer énormément de choses et distiller ici ou là sur les réseaux sociaux, sur des channels beaucoup plus grand public. Donc ils ont repris cette fameuse mécanique et ça leur réussit bien. Et puis la troisième chose quand même... Ils ont perlé leur retour d'une certaine façon. Ils ont perlé leur retour et la troisième chose qui doit être un enseignement, c'est que finalement, les Français préfèrent l'original à la copie puisque Yann Barthès n'a pas véritablement innové. Il nous a donné ce qu'on avait envie de regarder. Et on a pris énormément de plaisir à regarder ce qu'on aimait bien sur Canal+, avec leur humour qui est absolument remarquable et auquel on est très attaché. Donc très très bon coup de com'. Et sur la capacité d'autodérision dont parlait Philippe Moreau-Chevrolet, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet du PDG de TF1, Gilles Pélisson, qui a tweeté « Merci pour donner à la lettre Q toute son impertinence ». Nicolas Boudot. Et voilà, c'est-à-dire tout le monde s'y met, du président de TF1 aux jeunes femmes qui sont à l'entrée. Chacun s'est mis dans les pas de Yann Barthès et de son équipe, a pris ce chemin de l'humour et en cela c'est une véritable réussite. Bravo d'ailleurs à Yann Barthès et son équipe pour avoir réussi ce tour de force. On n'attendait pas finalement tellement ça de vous. Ça c'est une moi vraie je suis réussite. pour rien, mais bon. De vous TF1, vous le représentant. Ça prouve que Bolloré a réussi à rajeunir le capitalisme français quand même. Ça c'est une grosse réussite. On ne sait pas que ce serait possible. Alors, sur le côté image d'entreprise aussi, c'est intéressant de noter que TMC en a profité pour faire une petite cure de modernité avec une modernisation de l'emballage. Regardez le logo de TMC ici à gauche avant et le logo de TMC à droite avec des codes plus modernes, un peu plus statifiants. On est, Philippe Moreau-Chevrolet, dans un repositionnement marketing complet. En fait, on est dans la massification de Canal+. C'est un peu une victoire de l'esprit de Canal, ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on voit bien que cet esprit-là, jeune, autocritique, moderne finalement, a fini par conquérir le paysage audiovisuel. Le paradoxe, c'est que TF1 qui a permis ce triomphe-là. Ça prouve qu'il y a une continuité quand même, une continuité de la part du public de vouloir cette modernité-là, ce ton-là en tout cas. Avec une émission de TF1 qui a même eu les honneurs d'une couve du magazine Les Inrocks, ça c'est vrai, Jackie Isabello, qu'on n'y aurait pas cru il y a encore pas si longtemps, comme quoi tout arrive. Hein. Oui, même si l'esprit Canal... qui restera quand même dans Yann Barthès et qui en fera, on le souhaite, l'esprit TMC, est assez présent chez les Inrocks. Donc qu'ils soulignent et qu'ils fassent leur boulot de journaliste en notant que c'est un remarquable succès d'avoir il y a un trait d'union aujourd'hui entre l'esprit Canal, TF1 et les Inrecuptibles. En fait, ça, c'est un trait d'union incroyable. La dérision de Yann Barthès a permis l'autodérision du groupe TF1. Et en ça, c'est une réussite. Avec aussi une révolution venue du petit journal sur le plan de la com politique. On voit bien que les hommes politiques se sont adaptés à ces nouveaux codes visuels qui ont été imposés par le petit journal. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan qui, sans le petit journal, n'existeraient pas médiatiquement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des candidats très très sérieux comme Nicolas Dupont-Aignan qui savent que s'ils ne sont pas dans cette émission de dérision, ils n'existent plus.
C'est le paradoxe absolu. Ils sont obligés de se travestir en quelque sorte, d'accepter ces codes de l'infotainment pour exister et toucher leur public et leurs électeurs. Et nous, on doit dire merci au travail qu'il a fait parce qu'à un moment, il a fait comprendre que l'information, c'est comme le cinéma. Pour garder son auditoire, on a besoin de faire un peu de la mise en scène. Donc ça, il faut le dire au public, parce que ça ne doit pas être chiant, l'information. Hein. Et donc, Yann Barthès a expliqué ça. Et donc maintenant, dans votre émission, dans d'autres émissions, on doit aux téléspectateurs qu'il y a des codes. On ne peut pas faire n'importe quoi, on doit garder un auditoire et mettre un peu en scène. Et en montrant ça, il a fait un exercice de transparence auquel tout le monde s'est rangé. Et ça, c'est bon pour la démocratie quelque part. Et la politique, c'est pas chiant non plus sur LCI, comme vous allez le voir dans quelques instants avec le Grand Soir politique, l'actu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Avec vous, Justine Corbillon, bonsoir. Pour toutes les infos, toutes les images du jour que vous avez passées au crible, on va commencer.